Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct d'Al24 News pour un nouveau numéro de Politique. La Finlande devient enfin membre à part entière de l'OTAN après l'approbation des 30 États membres de l'organisation. La Turquie vient enfin à son tour de ratifier l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. La Turquie, le dernier pays membre, a donné son aval enfin. Une adhésion bien saluée par tous les concernés. Pourquoi cette joie à l'adhésion de la Finlande ? Pourquoi la Turquie salue la Finlande mais s'oppose à la Suède? Et pourquoi l'aval de la Turquie ou son refus pèse-t-il de son poids dans les vœux d'adhésion de pays comme la Suède? Le débat est lancé, mais avant que le débat ne soit lancé avec nos invités, je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri et on revient au débat. On attendra donc que le sujet soit préparé. Pour en parler avec nous, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir M. Manuel Pouchelet, expert en questions internationales, qui est avec nous depuis Paris par Skype. Monsieur Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Et dans un instant donc nous rejoindra Pascal Potrema, docteur en histoire de la géopolitique. Dans un instant donc il sera avec nous. Pour commencer avec vous monsieur Pouchelet, aujourd'hui, alors la Finlande rejoint enfin, après 10 mois d'attente de la Turquie pour justement donner son aval, finalement voilà que la Turquie a accepté justement l'adhésion de la Finlande au sein de l'OTAN. Alors, est-ce que c'est un exploit en soi? Le blocage de la Turquie, si vous voulez, il est lié à plusieurs choses. Dans un premier temps, il est lié au fait que M. Erdogan est un go-between avec les négociations possibles avec M. Poutine et la crise ukrainienne. Ça, c'est un premier point. La Turquie est membre de l'OTAN et était une des premières armées otaniennes en termes de rang, en termes de présence et de participation. Maintenant, vous avez aussi eu un autre message de l'acceptation, on va dire, de la Turquie par rapport à la Finlande, c'est qu'on a aussi un monsieur Erdogan qui est sous pression, notamment depuis le séisme qui a secoué son pays ces derniers mois, où il a été très critiqué. En fait, il y a des visées électorales derrière ce déblocage, c'est-à-dire que la Turquie est soutenue aussi par d'autres pays membres de l'OTAN, mais également vous avez la main de Washington qui ne dit pas son nom et qui profite aussi de cette adhésion. Notons que l'armée finlandaise est déjà sous standard OTAN, donc ce n'est ni plus ni moins aussi qu'une forme d'officialisation où Helsinki, si vous voulez, souhaitait garantir une certaine indépendance par rapport à la crise en cours en Ukraine en tout cas. Oui, alors Monsieur Pouchelet, dans ces cas-là, est-ce que l'adhésion de la Finlande aujourd'hui au sein de l'OTAN, une adhésion qui a été beaucoup sollicitée par la Finlande et beaucoup attendue par les pays, les 30 États membres de la Finlande aujourd'hui, est-ce que ça va rapporter un plus et dans le cas positif, quel serait-il ? Alors, de toute façon, c'est un point positif pour l'OTAN, puisqu'elle étend, on va dire, par rapport aux États baltes qui sont déjà très impliqués au niveau des missions de surveillance de la Baltique et de la frontière avec la Russie. Mais en même temps, il y a aussi un enjeu financier, puisque la Finlande va participer, si vous voulez, au budget de l'OTAN. Ce n'est ni plus ni moins qu'un membre supplémentaire qui va participer avec un certain pourcentage au budget de cette alliance, qui en ce moment est en pleine rénovation et renouvellement, devrais-je dire, de ces systèmes d'armes. Donc, si vous voulez, c'est quand même un avantage. Au regard, en tous les cas, de l'organisation otanienne, maintenant, quid de l'avantage aussi pour l'armée finlandaise, qui va aussi peut-être, espérons-le, bénéficier peut-être de nouveaux matériels, mais il y a de fortes chances que ce soit des matériels américains et non européens. Très bien. Nous allons voir aujourd'hui que la Turquie, qui a accueilli avec beaucoup de joie, a salué même l'adhésion de la Finlande. Même chose donc avec Stoltenberg, qui a dit que effectivement l'OTAN compte à présent un nouveau membre, qu'il comptait également faire flotter le drapeau de la Finlande parmi les pays membres. Alors aujourd'hui, pourquoi ça bloque lorsqu'il s'agit de la Suède pour la Turquie et pourquoi la Turquie pèse-t-elle de ce poids? Pourquoi avoir attendu 10 mois pour que finalement la Turquie donne son aval? La Turquie est-elle aussi importante dans le refus ou l'acceptation de nouveaux membres au sein de l'OTAN?
Oui, la Turquie a un rôle très important au sein de l'Alliance Atlantique. C'est un maillon clé. Elle a déjà une position stratégique en termes d'emplacement géographique. Elle a aussi une position stratégique au regard des effectifs qu'elle fournit pour l'Alliance. Elle est aussi Alors, en ce qui concerne la Suède, puisque vous m'avez posé la question sur la Suède, il y a aussi d'autres sujets qui sont bloquants avec la Suède sur la scène internationale, où la Turquie, justement, a fait son blocage, si vous voulez. Elle a bloqué volontairement. Maintenant, nous l'oublions pas, M. Erdogan est sous pression américaine et est également sous la pression des Russes. Et en tant que go-between, donc entremetteur, si je me permets de traduire ce terme en français, mais si vous voulez, c'est important de l'indiquer aux téléspectateurs ce soir. La Turquie, en tous les cas, a un rôle clé. Je n'ose pas dire clé de voûte au sein de l'Alliance Atlantique, mais en tous les cas, c'est le cas. C'est une puissance régionale, c'est une puissance militaire qui, au sein de l'OTAN, a un jeu à jouer, puisqu'également sur son territoire sont déjà positionnés du matériel et des systèmes d'armes d'envergure qui sont en mesure de répliquer, si vous voulez, en cas d'agression de l'Alliance Atlantique. Monsieur Pouchelet, aujourd'hui, il y a également ce qu'on appelle des pays comme la Finlande, la Suède, qui désirent également rejoindre, si vous voulez, l'OTAN, mais qui n'arrivent pas encore à le faire, connaissant donc toutes les divergences qui existent entre elles et la Turquie. Alors, c'est des pays qui sont tenus quand même par ce qu'on appelle l'obligation de non-armement. Aujourd'hui, ces pays vont devoir un petit peu modifier leur politique concernant le plan militaire, ou comment cela va-t-il se passer sur le terrain, justement, une fois que maintenant ils sont membres à part entière? Si vous voulez, l'engagement au sein de l'OTAN n'est ni plus ni moins que pour ces deux pays que sont la Suède et la Finlande une forme d'officialisation. Je pense également au retour de la France dans les années 2008, si vous voulez, au sein de l'Alliance Atlantique. Donc en fait, si vous voulez, pour ces deux pays qui sont en fait déjà non belligérants à la base, c'est là où c'est un petit peu délicat pour eux, puisque ça va un petit peu à l'envers, on va dire, de leurs valeurs, des valeurs notamment d'humanité et de paix. Je rappelle également qu'en Suède et en Finlande, ce sont également des pays qui ont fourni de nombreux diplomates au sein des Nations Unies pour trouver des solutions de paix, quel que soit le conflit d'ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou peu importe dans le monde. Mais ce qui est important en ce qui concerne cette adhésion, ça permet aussi à l'OTAN de renforcer son dispositif dans la Baltique, et ça c'est important. Qui dit dispositif OTAN dit matériel OTAN, mais également procédure. En fait, cette organisation, si vous voulez, de l'Atlantique Nord fonctionne beaucoup avec des procédures et une doctrine d'emploi des systèmes d'armes dont disposent d'ailleurs la Finlande et la Suède. La Suède, rappelons-le, est également un fabricant de matériel militaire, notamment des avions de chasse, qui peut, si vous voulez, va rentrer en ligne de compte, et tout comme l'est déjà engagé pour la surveillance de l'espace de la Baltique aux côtés des forces de l'OTAN. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'une forme d'officialisation, certes, cependant, ce sont des pays qui vont participer au budget de l'Alliance, et en ce moment, comme nous sommes en période de renouvellement de matériel militaire et de systèmes d'armes, si vous voulez, c'est un apport économique précieux en termes budgétaires. Alors maintenant, nous avons la Finlande qui fait partie de l'OTAN. Nous allons voir un petit peu les enjeux dans la sous-région avec ce sujet signé Safwan Ben Sabri. Il ne manquait plus que l'aval de la Turquie pour que la Finlande puisse adhérer à l'OTAN. Après 10 mois de suspense, le seul pays musulman du traité nord-atlantique vient de donner son feu vert. Au préalable, le président finlandais avait dû se rendre en Turquie le 17 mars. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait alors annoncé la levée du veto turc quant à l'adhésion de la Finlande. À l'heure du sursaut militaire et du réarmement précipité européen, la politique sécuritaire des pays de l'Union européenne devient une question vitale, dans un contexte de retour de la guerre en Europe après 78 ans de paix. C'est donc avec un certain soulagement que les membres de l'OTAN ont accueilli l'adhésion tant attendue de la Finlande. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a félicité la ratification par le Parlement turc de l'adhésion de la Finlande. Je salue le vote par l'Assemblée nationale turque de la ratification de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Les 30 alliés de l'OTAN ont désormais ratifié le protocole d'adhésion et j'ai personnellement parlé au président finlandais Sauli Niinisto pour le féliciter à cette occasion historique. La Finlande va officiellement rejoindre l'Alliance dans les prochains jours. Le regard est désormais porté vers la Suède, dont la demande d'adhésion reste bloquée par la Turquie et la Hongrie.
Voilà, donc c'était un sujet signé Safwan Ben Sabri. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir à l'instant le docteur Pascal Le Potrema, docteur en histoire des crises et conflits contemporains. Monsieur Pascal, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, je vous en prie. Alors, on parlait justement de cette adhésion de la Finlande au sein de l'OTAN. Quelle valeur ajoutée pourrait avoir cette adhésion pour la Finlande, mais également pour les pays de l'OTAN, si tel est le cas, bien sûr? Alors, je rejoindrai votre autre invité. Effectivement, si on regarde ça sous le prisme à la fois, je dirais, enfin sur le prisme même de l'industrie de défense et des capacités en matière d'apport, alors à la fois en matière de contribution pour le budget global de l'OTAN et les capacités d'industrie de défense, c'est un signe positif. Bon, soit, mais quand on regarde de l'extérieur, quand on se met dans la posture de la Russie, inévitablement, c'est une dynamique qui ne peut que les rendre plus nerveux, voyez-vous. Et c'est toute l'ambiguïté, je dirais, de notre époque et de cette affaire, cette conjoncture autour de la guerre russo-ukrainienne. D'un côté, l'OTAN envoie un message en disant « bon, nous serons prêts à tout, mais nous ne sommes pas du tout dans une dynamique de velléité ou de riposte conséquente ». Sur le terrain, on a quand même l'impression que tout le monde se met en ordre de bataille. Donc il y a une double posture qui est quand même un petit peu dérangeante. Idem pour la posture même de la Turquie, qui semble donner son sa sacro-sainte acceptation, sa bénédiction entre guillemets quant à l'intégration de la Finlande, boudant la Suède parce que terre de réfugiés, notamment d'opposants kurdes, mais dans le même temps, rien n'empêche, on le sait, la Turquie d'avoir des liens très forts avec la Russie sur le champ gazier et pétrolier. Donc vous voyez, on est un peu quelque part dans un marché de dupes, avec une diplomatie de conquête territoriale qui, à mon sens, n'est pas dans le sens de l'apaisement et justement de cet appel à retrouver son calme et à favoriser la diplomatie et les échanges. On sait, par rapport à Moscou, qui est arc-bouté, bon, on connaît les principes, mais il faut absolument arrêter cette course en avant. C'est pas un hasard d'ailleurs si la Biélorussie a même appelé, c'est quand même un signe fort, à une espèce de trêve, à un point d'orgue dans ce dossier sulfureux qui est un gros chaudron qui va tous nous absorber. Oui, alors justement, est-ce que cette adhésion ne risque-t-elle pas de faire un petit peu, si vous voulez, encore ou de créer encore des problèmes alors qu'ils existent déjà entre l'OTAN et le Kremlin. Le Kremlin d'ailleurs ne voit pas d'un très bon œil cette adhésion à l'OTAN parce que de toute façon ce sont des pays qui étaient censés garder la neutralité, y compris militaire, qui aujourd'hui sortent de cette neutralité et donc qui constituent ou qui pourraient constituer un danger pour Moscou. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Pouchelet ? Moscou, de toute façon, est en train de constater que l'Union européenne et l'OTAN en particulier est en train de progressivement la cerner, si vous voulez. Et c'est vrai que ce que vient de dire votre invité, il y aura une réponse de la Russie face à ça. Parce que je rappelle que la Finlande est aux frontières de la Russie, tout comme l'Ukraine est aux frontières de la Russie. Donc, si vous voulez, c'est un pas en avant. Alors, les dernières déclarations de M. Poutine, tout comme l'engagement de M. Loukachenko en Biélorussie, avec la mise à profit de son territoire pour y déployer des missiles, si vous voulez, c'est aussi une réponse. Maintenant, la Finlande, si vous voulez, se retrouve dans un cas délicat où elle a jusqu'à présent exprimé une forme de neutralité qui, comme je le disais tout à l'heure, lui permettait d'être un excellent entremetteur dans les relations internationales et un fort aspect diplomatique. Maintenant, je pense qu'Helsinki risque d'être complètement embrigadé par le jeu des États-Unis progressivement, ce qui ne va pas non plus faciliter, si vous voulez, ses relations internationales, non seulement avec peut-être ses voisins européens, mais également aussi avec d'autres pays pour lesquels elle tente de négocier. Helsinki fait partie, si vous voulez, de nombreux autres dossiers internationaux où son côté diplomate permet de résoudre certaines crises. J'ai bien l'impression qu'en adhérant à l'OTAN, cela limite malheureusement son champ d'action dans le domaine diplomatique,
où elle risquerait peut-être à court terme de regretter ses choix. Mais une chose est sûre, en ce qui concerne cette adhésion de la Finlande à l'OTAN, ce n'est ni plus ni moins qu'une formalisation d'un pays qui était déjà, on va dire, plus ou moins engagé, puisqu'il observait, si vous voulez, de très près ce qu'il se passait, dans les États baltes qui sont quasiment ses voisins. Oui. Monsieur Pascal Le Potrema, comme je le disais tout à l'heure à Monsieur Pouchelet, qu'est-ce que l'adhésion de la Finlande change finalement dans la géopolitique de la région ou même au sein de l'OTAN? Je veux dire, est-ce que réellement aujourd'hui l'OTAN n'attendait que cette adhésion de la Finlande? Je rejoindrai ce que disait à l'instant M. Pouchelet. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on assiste à une sorte d'aboutissement. On parachève un long projet d'intégration, alors là, cette fois-ci actée, de la Finlande dans une dynamique qui était déjà visible à bien des égards depuis des années, effectivement. Mais c'est vrai que, là maintenant, très clairement, 1340 km de frontières communes avec la Russie. La Russie, quand elle regardera justement sur cet horizon finlandais, pourra dire l'OTAN est à nos portes. Donc on sait combien cela est absolument une réalité crispante pour le Kremlin, et on sait combien Vladimir Poutine communique sur cet aspect-là depuis bien des années, ne serait-ce déjà que depuis le milieu des années 2010. Donc moi je suis très mal à l'aise, je suis très préoccupé par tout cela, parce que on a des agitations de technocrates ici ou là à Bruxelles et qui en appellent à une mobilisation des forces. On a des messages forts de Londres qui disent on va vous fournir, vous les Ukrainiens, des obus à uranium appauvri, qui envoient des chars, qui envoient des munitions. Mais où va-t-on? Je pense que c'est tout ce à quoi on pense, toutes et tous, c'est où va-t-on? Oui, alors vous avez raison de poser la question, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est en train de faire ou de ramasser le renfort nécessaire pour encercler justement la Russie et Poutine avec un maximum d'adhésion. Alors pourquoi ces deux pays comme la Finlande et comme la Suède, qui est en train aussi de batailler pour avoir une place au sein de l'OTAN, pourquoi l'OTAN est si convoitée depuis quelque temps, et surtout depuis le début du conflit en Ukraine, par des pays comme la Finlande ou encore la Suède, qui se débat et qui se démène pour pouvoir lever un petit peu le blocage de la Turquie? Alors, c'est une excellente question, et la réponse est finalement très claire. Ce sont des pays, les PECO, pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que les pays du nord de l'Europe, qui finalement se rendent compte que le projet d'une politique de sécurité et de défense commune stricto sensu européenne, pour eux, ce projet ne tient pas la route. Ils ne lui font pas confiance, ils n'y ont jamais cru. Pour eux, le seul vecteur qui peut assurer leur sécurité face à la Russie et à un hypothétique expansionnisme, ça c'est le sujet qui était sur la table depuis des années et des années, c'est l'OTAN. Oui. Donc en soi, notre Europe, l'Union européenne en soi, a échoué dans la capacité et la volonté et la détermination à rassembler autour de ce projet, donc je répète, d'une politique de sécurité et de défense commune, strictement européenne, qui soit en marge de l'OTAN. Oui. En somme, vous avez des pays qui disent non, finalement, on la mettra en place, cette politique de sécurité et de défense européenne, mais il faudra qu'elle soit intégrée à l'OTAN. Or, initialement, ce n'était pas le but. Oui. Alors, vous faites très bien de le dire. Monsieur Manuel Pouchelet, justement, ces pays qui ont intégré l'OTAN pour se protéger éventuellement, parce que finalement, c'est la Russie qui devient la menace, l'Allemagne pourrait également le faire. Et si l'Allemagne le faisait, est-ce que ça va réellement changer au sein de la sous-région? Oui, bien entendu, l'Allemagne de toute façon... Sachant pertinemment que l'Allemagne, ce n'est pas la Finlande et encore moins la Suède.
Oui, alors par contre, en revanche, l'Allemagne est un fournisseur d'armes, hein, c'est un des concurrents de l'industrie française. Maintenant, ce que votre invité vient de préciser, c'est très important, il y a aussi un autre enjeu, on parle de l'OTAN et exclusivement du focus sur l'Ukraine, mais je vous ferai remarquer que la Suède et la Finlande pourraient, je vais bien dire au conditionnel, participer aussi à la surveillance des routes de l'Arctique, puisqu'actuellement, avec le dégel, vous avez ces routes de l'Arctique qui passent le long de la frontière russe et qui permettent de gagner 15 jours entre la Chine et puis l'Europe, en termes de transit maritime. Et pour côté OTAN, c'est dédié au Canada, et le Canada aurait besoin d'aide supplémentaire. Donc vous voyez, finalement, il y a aussi cette logique qu'il faut étudier. Maintenant, l'erreur des Européens, c'est de faire sous-traiter leur défense commune à l'OTAN. Moi-même ayant été déployé en Allemagne dans le cadre d'une coopération européenne au sein de la brigade franco-allemande, mais je vous ferai remarquer que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au sein des Européens, vous avez une querelle de leadership. Et en ce qui concerne, si vous voulez, le rôle de l'Allemagne, il est un petit peu particulier puisque, en fait, M. Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, est en train carrément de gommer la politique de consolidation qu'avait effectuée Mme Merkel avec M. Poutine. Ces deux dirigeants-là s'entendaient très bien puisqu'ils étaient à l'origine, si vous voulez, des contrats Nord Stream. Et également, il faut savoir que Berlin approvisionne la Russie en termes de solutions industrielles et avec de gros contrats. Et l'Allemagne, si vous voulez, est aussi embrigadée dans ces solutions industrielles. Elle n'a pas d'autre choix. Maintenant, en ce qui concerne l'Allemagne, il y a un autre point que peu de personnes savent également, c'est qu'au niveau ukrainien, il y a également des racines historiques où il y a une minorité d'Allemands qui vit en Ukraine, en fait. Et c'est là qu'il y a un point, on va dire, délicat, puisque s'invite aussi la Pologne. Donc, si vous voulez, on est dans une véritable situation délicate, un véritable nœud gordien, j'allais dire, où finalement, si Berlin s'engage, c'est aussi, malheureusement, lui faire annuler les conditions de traité de paix de 1945, puisque je vous rappelle une chose, l'Allemagne et le Japon sont toujours considérés par les États-Unis comme des puissances vaincues. Et ce statut n'a toujours pas changé. Donc attention, pousser M. Scholz dans certains retranchements, il n'aura peut-être pas, lui, à son tour, l'adhésion du Bundestag, c'est-à-dire du Parlement allemand, pour le suivre dans ses dépenses qui risquent de s'augmenter puisque l'Allemagne a annoncé qu'elle allait effectuer de nouveaux équipements militaires en système d'armes, notamment en avion et en hélicoptère, en s'équipant de façon américaine et non européenne. Merci beaucoup, Monsieur Manuel Pouchelet. Je pense qu'on n'a pas le temps de relancer Monsieur Pascal Le Potrema parce que de toute façon, le temps nous prend de court. En tous les cas, je tiens à remercier mes invités. Manuel Pouchelet, spécialiste en questions internationales et sécuritaires. Et bien sûr, Monsieur Pascal Le Potrema, docteur en histoire des crises et conflits contemporains. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir enrichi le débat. Mesdames et messieurs, merci à vous également nous avoir prêté attention. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. Au revoir et sahaf tolkom.